Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room en partenariat avec Puma. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à mes côtés, dans nos bureaux à Brumath en Alsace, Mustapha Salmi, athlète Puma avec un record personnel à 29 minutes et 51 secondes sur 10 km et à 1h04 38 sur semi-marathon, et accessoirement youtubeur dans la vie de tous les jours. Salut Mustapha, merci pour ta disponibilité, comment ça va et est-ce que c'est ta grande première en Alsace ? Salut Julien, ça va très bien. Ouais, c'est la première fois que je viens en Alsace et je suis très heureux de voir les locaux de Runix, d'être le premier athlète à... T'es le deuxième, on a reçu Hassan Chadi au tout début, la première semaine où on a ouvert les bureaux. Ouais, je suis déçu là. Là, je suis déçu. Je Donc, pensais que j'étais le premier. Qu'est-ce qui t'amène un petit peu à venir ici en Alsace ? Est-ce que c'est par rapport à Puma que t'es ici ? Comment ça se fait ? Ouais, là, je suis là avec Puma, on avait un petit événement et du coup, j'en profite pour venir voir les amis ici. Du coup, c'était un événement quoi avec les employés de la marque ou avec des abonnés ? Non, c'était avec les clients de Puma. Et du coup, ouais, c'était voir tous les produits qui allaient sortir et en discuter avec eux par rapport à mon expérience avec Puma aussi. Et alors, il y a des belles choses qui vont venir dans les semaines ou dans les mois à venir ? Ah ouais, non, franchement, là, vous n'êtes pas prêts. Franchement, moi, j'ai la chance de tester pas mal de choses en avant-première. Et franchement, c'est des vraies belles choses. Justement, je pense que c'est ton cas à toi aussi, en tant que passionné de matériel, notamment de chaussures, on va avoir l'occasion d'y revenir assez largement dans ce podcast. L'objectif, ça va être de parler un petit peu, on va s'intéresser un petit peu à tout, un petit peu à ton quotidien, aux prochaines courses que tu prépares, à ta philosophie d'entraînement. Donc ça sera plutôt dans une première partie. Dans une seconde partie, on parlera un petit peu plus matériel, du coup forcément les chaussures Puma. Et on parlera un petit peu de ton quotidien de youtubeur. Déjà, si ceux qui nous écoutent, ça consiste en quoi un petit peu en quotidien de youtubeur ? Mon quotidien de youtubeur se résume à s'entraîner déjà, parce que je suis un athlète créateur de contenu, pas que youtubeur. Et du coup, c'est juste m'entraîner et parfois, très souvent, filmer ce que je fais, filmer mon quotidien. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est juste vivre ma vie comme un athlète, mais en le montrant sur les réseaux. Ça marche. Donc ça, on va en revenir assez globalement dans la deuxième partie de ce podcast. Pour la première partie, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler un petit peu de course. La semaine dernière, tu étais au départ du 10 km des Champs-Élysées. Donc, tu as terminé 6e de la course en 31 minutes 09. Donc, c'est quand même assez loin, à plus d'une minute de ton record personnel. Comment tu analyses ça ? C'est une course que tu avais préparée ? Est-ce que le parcours, moi j'ai déjà la réponse, mais est-ce que le parcours était difficile ? Comment tu vois ça, toi ? C'est pas une course forcément que j'avais préparée. J'avais une prépa un peu 10 qui commençait à ressembler plus à une prépa semi-marathon. Mais j'y suis allé vraiment en sachant que c'était impossible de faire un gros chrono là-bas, que je voulais juste faire une belle place et aussi retrouver un peu le goût de la compétition. Ça faisait plus d'un mois que j'avais pas couru en course et ouais, ça a fait du bien, Le parcours était au rendez-vous, c'était censé être dur et c'était dur. Ouais, de ce que nous on avait quelqu'un qui était sur place pour couvrir l'événement et c'est vrai qu'il nous a fait un retour comme quoi la partie pavée, il y avait pas mal de faux plats montants, donc c'était quand même assez compliqué d'aller chercher un gros chrono. Ah ouais. Déjà quand tu vois l'avenue des Champs-Élysées, moi j'avais jamais remarqué parce que je fais souvent les boutiques là-bas, je pensais que c'était assez plat mais en fait c'est pas du tout plat. Et quand, je crois, on l'a fait 3 fois, parce que tu descends, tu remontes, et avec des virages entiers de 360, ouais, franchement, à la fin, ça fait mal aux pattes. Donc ça, c'était la course de dimanche dernier. Et moi, il y a quelque chose qui me vient, je suis et je regarde tes vidéos YouTube. Et là, tu disais que du coup, c'était un petit peu un retour à la compétition. Moi, quelque chose qui m'a marqué, c'était, on t'avait vu très bien préparer le semi-marathon de Valence. Et finalement, tu avais abandonné pendant la course. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as mis du temps à revenir à la compétition ? Est-ce que ça te fait un petit peu peur ? Comment t'as géré un petit peu cet échec-là ? Ouais, bien sûr. Après le semi de Valence, je savais pas ce que je voulais faire. J'étais un peu perdu. J'ai vu que t'étais même parti en vacances directement après pour changer d'air. Ouais. En fait, en rentrant à Rouen, en fait, je vais expliquer un peu le contexte. J'abandonne le dimanche. Et en fait, je devais rentrer que lundi soir chez moi. Mais sauf qu'après l'abandon, j'avais plus envie de courir, vraiment.
Donc je rentre à Rouen, j'ai pas envie de courir. Mon père, il me dit, viens, on trouve un autre semi, viens, on trouve un autre 10, tu te prépares, tu as fait une grosse prépa, il faut en profiter. Mais moi, j'avais zéro envie. Je voulais vraiment pas courir. Et en fait, je continue des jours comme ça, j'arrive pas à aller courir. Et en fait, je crois le mardi, je décide de partir le jeudi en Tunisie. Je pars en vacances tout seul. Et franchement, ça m'a fait du bien. J'ai coupé pendant 10 jours, je crois. Mais comment tu l'expliques quand tu es aussi bien préparé? Parce que là, on en avait parlé ensemble, tu avais fait quand même une grosse préparation, pas mal de kilomètres, tout était préparé pour courir un gros chrono. Certes, le jour J, ça ne passe pas, mais comme dit ton père, ça aurait très bien pu le faire la semaine d'après sur une autre course. On a déjà vu d'autres athlètes dans ce cas-là. Comment tu expliques cet aspect-là de plus du tout avoir envie? Bah, je pense que c'était beaucoup de pression que je me suis mis. Et que ça m'a... J'avais pas la flamme, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une pression qui était tellement haute et tellement on m'attendait sur ce semi-marathon-là. Et même moi, je me disais que c'était ce semi-marathon-là et pas un autre, que j'arrivais pas à rebondir. J'arrivais pas à me dire qu'il y avait, que je pouvais faire autre chose après. Et ouais, c'était impossible. Je comprends tout à fait, et c'est là qu'on se rend compte que finalement la santé mentale, elle est quasiment même plus importante ou même à équivalent avec la santé physique, enfin avec la condition physique, parce que finalement quand la tête elle veut pas, bah en fait c'est compliqué d'y aller. Donc toi tu avais cette partie-là, en fait tu avais même plus envie tu avais du mal à partir courir, alors que je pense que les semaines avant, bah limite tu voulais peut-être même en faire plus que pas assez. Ouais, je suis d'accord. Et ça, j'aime bien comparer ça un peu bah, quand tu es en relation amoureuse un peu. Bah, parfois, quand ça va mal dans ton couple ou ça va mal avec une fille ou quelque chose comme ça, bah, tu te sens fatigué. Et en fait, c'est ça. Quand tu es fatigué mentalement, bah, ça se ressent directement physiquement. Je comprends la comparaison. Et du coup, ça, c'était le semi de Valence. Donc là tu as participé aux 10 km des Champs-Élysées. Le prochain gros objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est le semi de Paris? Est-ce que c'est le marathon de Paris? Peut-être que tu vas nous donner une exclue. C'est quoi le prochain? Non, je vais refaire le semi de Paris. C'est un endroit que je connais parce que l'année dernière, ça m'a trop bien réussi. Et marathon, on va attendre tranquillement. Et ça me fait penser à ta vidéo du coup du Semi de Paris l'année dernière où on avait l'impression que t'étais choqué à l'arrivée, tu en revenais pas que t'avais couru moins d'1h05. Est-ce que du coup tu retournes là-bas parce que bah, t'es superstitieux en fait, tu sais que bah, ça a marché là-bas, du coup c'est à tout prix pour ça que tu veux y revenir? Ah ouais, de ouf. Moi je suis superstitieux de ouf. Bah déjà des fois bah, je mets le même short en compète parce que c'est celui-là où j'ai réussi. Et c'est vrai que ça a joué beaucoup le fait que je réussisse l'année dernière. Et en fait, je me suis dit, si je dois revenir sur semi-marathon, je dois revenir dans un semi-marathon que je connais bien. Et je pense que là, j'aurai beaucoup moins de pression. Et même Paris, moi, je l'aime trop, la ville. Plein de monde m'encourage là-bas, donc c'est cool. Et pourtant, oui, c'est un marathon, c'est un semi qui est assez convivial. Il y a énormément de monde, il y a quasiment 30 ou 40 000 personnes au départ. Mais par contre, c'est pas connu comme étant le semi-marathon le plus rapide. Donc, tu préfères pas aller chercher un marathon vraiment... un semi-marathon plus rapide avec vraiment l'aspect performance plutôt qu'un marathon comme ça? Ouais, parce que avec mon père, on s'est dit que, en fait, un très bon chrono sur semi-marathon, c'est pas forcément ce qu'un athlète cherche, parce que déjà le semi-marathon, c'est même pas une distance olympique. Et du coup, moi, j'essaye de voir ces courses-là comme des courses de transition et des courses juste pour que je progresse. Et pour faire un jour ma transition sur marathon, j'essaie juste de faire le plus de courses bien cette saison. Et je pense que le semi-marathon de Paris, c'est un endroit où je peux m'exprimer, pas faire le meilleur chrono possible, mais avec la bonne densité, avec le bon état d'esprit, je pense que ça peut très bien se passer. Et là où tu en es actuellement dans ta préparation et ton niveau de forme, c'est un chrono aux alentours des combien? On sait que tu as fait 1h4:38, donc est-ce que l'objectif c'est de descendre sous les 1h4:30 ou est-ce que tu es plus ambitieux et c'est courir aux alentours des 1h03? Je pense... J'aimerais bien partir sur moins d'1h4:30 pour l'instant et vraiment courir à la sensation. Parce qu'à Valence, je pense que c'est un des trucs qui m'a porté préjudice. C'est que j'étais trop fixé sur il faut que je fasse un chrono de ouf. Parce qu'en fait, je voulais revivre la même émotion que j'ai ressentie à Paris. Parce que c'était ouf. Hein. À Paris, franchement, j'ai jamais vécu
un truc et je ne sais même pas si je pourrais vivre un truc aussi fort que ce que j'ai vécu à Paris l'année dernière. Parce que finalement, ce qui est surprenant à Paris l'année dernière, c'est qu'en fait, on a l'impression que tu en parles un petit peu avant la course, mais tu sais même pas sur quelle base tu vas partir. Tu dis, ouais, on verra ce qu'il advient. Et puis finalement, le chrono, il est monstrueux. Alors que tu penses que là, ce qui t'a fait échouer un peu à Valence, c'est que tu avais un plan déjà prédéfini. Et comment tu vois ça? Exactement, parce que l'année de Paris, en fait, genre, j'arrive déjà dans mes postes et tout, je voulais pas me mettre de pression. J'ai dit je voulais faire moins d'1h07 parce que mon record, j'avais fait un 1h07 pas ouf à Amsterdam. Et moi, je voulais pas me mettre de pression. J'ai dit je voulais faire moins d'1h07. Après, dans la vidéo n'était pas encore sortie, donc je dis face cam, non, franchement, moi, mon but, c'est faire moins d'1h06. Et le jour J, quand tu pars avec le principe de se dire, genre, je vais être ambitieux, je veux faire moins d'1h06, et tu te retrouves avec un 1h04, c'est improbable. C'est improbable. Et surtout que je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'avais l'impression de ne pas savoir compter. Genre vraiment, je ne savais pas que j'allais faire 1h04 jusqu'à voir le 1h04. Ah, on le voit bien parce qu'on le voit qu'au moment où tu te rends compte du chrono, en fait, t'es un petit peu, t'es bluffé, en fait, tu t'y attendais pas du tout. Et justement, tu disais que t'étais superstitieux, je le suis aussi, et on est beaucoup à être dans cette situation-là. L'année dernière, t'as couru avec les Pumas, la première génération des Pumas Faster au pied. Ouais. Est-ce que du coup, cette année, t'es tellement superstitieux que tu vas remettre les mêmes chaussures que l'année dernière, ou tu vas quand même un petit peu changer à ce niveau-là? Non, quand même pas. Je suis pas un fou non plus. Les Faster 1, j'ai bien aimé, mais les Faster 2, franchement, elles sont tellement au-dessus. Et ça, je l'ai senti dès la première fois, parce que moi, je les ai reçues, je crois, c'était en septembre. Et en fait, je venais de descendre de Font-Romeu, et j'avais une course le lendemain. Et je les ai testées juste en marchant, et je me suis dit, non, vas-y, je cours avec. C'est sûr qu'elles vont être meilleures. Et ouais, franchement... il n'y a pas photo. Oui, de toute façon, on a l'occasion d'y revenir un peu plus en détail après, mais c'est vrai que la mousse, enfin le remont de la mousse n'a plus rien à voir avec la version de l'année dernière. Donc j'ai bien compris, tu porteras pas les Faster 1, du coup tu vas t'orienter vers les Faster 2 du coup pour le Semi de Paris. Ouais, sûrement, à part s'il y a une autre chaussure qui rentre dans le débat, mais pour l'instant c'est la Faster 2. Peut-être une chaussure que tu vas porter sur le 10 km des Champs-Élysées? Non, c'était une Faster 2. Hein. Ah, c'était une Faster 2? C'était une Faster 2. Ok. Parce que j'ai vu qu'il y a une autre chaussure Puma qui est apparue au marathon, au Trials, aux États-Unis. Ouais, une très belle chaussure. Celle-là, on en parlera peut-être dans un prochain podcast. Ouais. Du coup, ça, c'est pour la partie du semi-marathon de Paris. T'en es où là actuellement au niveau de ta préparation? Parce que du coup, ça approche assez vite. C'est début mars le semi-marathon. Donc, est-ce que là, tu es dans ta partie de ta préparation finale ou est-ce qu'il te reste encore pas mal de séances spécifiques à placer? Là, il me reste quand même pas mal de séances spécifiques. Et là, il me reste 2 grosses semaines avant de faire un peu plus de jus la dernière semaine. Et du coup, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Déjà, dès la semaine dernière, on a commencé à mettre des belles séances avec des gros volumes. Et là, on va continuer. Je rentre demain à Rouen et dès mercredi, ça reprend les grosses séances. Et ça ressemble à quoi un petit peu tes semaines d'entraînement en termes de kilométrage? Est-ce que c'est une part où tu apportes de l'importance? Tu dis, ouais, il faut que je cours, je sais pas, 150 km par semaine? Ou finalement, c'est au feeling? Comment tu gères ça, le kilométrage? Moi, je cours vraiment au feeling, mais ça ressemble à des semaines à 150, 160 quand c'est en prépa semi. C'est vraiment prépa semi, là, comme ces dernières semaines. Mais par contre, ça peut descendre. Ça veut dire ça peut être une semaine à 155 et une autre semaine à 140 parce que dans la semaine à 140, il y a un jour de repos parce que j'étais fatigué. Et ouais, j'hésite pas à faire un jour de repos quand il le faut parce que le kilométrage, pour moi, ça reste qu'un chiffre. Et c'est surtout l'intensité que tu mets dedans qui est importante parce que parfois, il y a des gens qui font des semaines... je sais pas, à 110, 120, mais je peux te dire que leur semaine à 110, 120, c'est beaucoup plus dur que mes semaines à 160. Et ça ressemble à quoi du coup? Ça veut dire que tu doubles à peu près quasiment tous les jours de la semaine? Ou une semaine type d'entraînement, ça ressemble à quoi du coup? Est-ce que tu doubles tous les jours? Est-ce que tu te laisses toujours un jour complet off dans la semaine? Comment tu gères ça? Non, je cours pratiquement tous les jours. J'ai peut-être un jour de repos tous les 3 semaines quand je sens un peu de fatigue ou quelque chose comme ça ou un petit bobo qui arrive.
Mais sinon, je cours tous les jours avec environ 4 à 5 fois doublage. Et ça veut dire deux demi-journées de repos. Donc c'est quand même des semaines qui sont assez fatigantes et du coup tu l'as évoqué l'aspect de la blessure forcément, ce qui est l'ennemi de tous les coureurs. Comment tu gères ça pour éviter justement les blessures? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait hyper attention à tout ce que tu fais à côté? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Ou est-ce que tu vis ta vie justement au feeling? Ah, je pense que si je vivais ma vie au feeling, je serais longtemps blessé. Mais non, je pense que quand tu t'entraînes autant, t'as pas le droit à l'erreur. Moi, j'essaie de dormir beaucoup, j'essaie de manger beaucoup, enfin, vraiment, vraiment en quantité. J'avais écouté ton podcast avec Ron Wise où tu parlais de ça. Et moi, je suis genre du côté d'un peu de Ron Wise. Ça me dérange pas de manger des Twix, pas comme toi. Et sinon, ouais, niveau récupération, je fais le taf aussi. J'ai ce qu'il faut au niveau. Donc c'est quoi? C'est quoi? C'est des bottes de pressothérapie, pistolet de massage, cryothérapie? Ouais, pas de cryo, mais les bottes, le pistolet. J'ai un massage par semaine chez un masseur. Et parfois, je vais voir le kiné quand j'ai des petits problèmes. J'ai un kiné assez flexible et arrangeant. Je l'appelle et il essaie de me trouver un rendez-vous assez vite. Et voilà, j'arrive à éviter un peu les blessures, même si là, j'ai un truc qui traîne depuis vraiment longtemps, que je vais essayer de fixer après le semi de Paris. Et du coup, niveau alimentation, juste pour rebondir là-dessus, tu fais un petit peu attention à ce que tes assiettes soient un petit peu complètes avec tout ce qui est protéines, légumes, glucides, tout ça, ou finalement c'est pas hyper important, c'est surtout la quantité, par exemple la quantité de pâtes qui compte, ou comment ça s'organise un petit peu ton assiette? Moi, je pense que j'ai une éducation à l'alimentation très bonne, parce que comme mon père, il était athlète, il y a toujours eu, on a toujours bien mangé à la maison, et du coup, je pense que c'est un truc important d'avoir une éducation à l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas manger, quoi. Et en fait, moi, j'ai appris depuis tout petit à aimer les légumes, à aimer manger bien. Et du coup, c'est pas du tout, je me force jamais à manger bien. Et c'est vrai que mes assiettes, elles sont souvent complètes avec tout le temps une viande ou un poisson, des glucides et des fruits et des légumes et tout. Et ouais, ça a jamais été un truc où je me suis forcé, même si à un moment de ma vie, j'ai eu des petits problèmes d'alimentation. C'est pour ça que j'essaye, moi, tout le temps, dans mes vidéos et dans mes créations de contenu, de sensibiliser à ça. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont ignorants par rapport au risque de tomber dans les troubles alimentaires, comportements alimentaires. Et moi, je pense qu'à un moment, j'étais un peu dans ça. Et parce que j'étais un peu ignorant, parce que je sautais de repas en me disant qu'il fallait que je sois plus léger et je me rendais pas compte qu'en fait, manger, c'est aussi ton énergie. En fait, tu peux pas courir vite sans t'alimenter. C'est un point extrêmement important et moi ça me fait toujours penser à mon entraîneur d'avant me disait toujours que finalement c'est l'essence que tu mets dans ton, comme si tu avais une Ferrari et tu mettais de la mauvaise essence dedans, donc ça fonctionne pas. Ça c'est la partie un petit peu à côté de l'entraînement. Juste pour revenir rapidement sur l'entraînement vraiment spécifique, on voit beaucoup une mode se développer en ce moment, c'est le double seuil, lecteur de lactate, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu utilises? Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines faire dans le futur? Ou finalement pas du tout? En vrai, ça me rend grave curieux. Surtout que je vois que ça marche bien et en plus ça a l'air grave marrant. Mais pour l'instant, c'est pas trop notre façon de faire avec mon père. Je vois que c'est notre méthode, elle marche bien. Je progresse tous les ans. J'arrive à m'épanouir dans ma façon de m'entraîner. Je me blesse pas beaucoup. Et franchement, c'est ça le principal. J'essaye pas forcément de copier les autres juste pour copier les autres. Si un jour je vois que ça marche un peu moins bien chez moi, là peut-être que j'irai plus vers ce double seuil. Mais ouais, aujourd'hui j'ai surtout un œil de curiosité et de défi de voir et faire ça, mais pas forcément d'un point de vue performance. T'as raison, parce que de toute façon, il n'y a pas qu'une seule méthode d'entraînement, chacun a sa propre méthode. Et du coup, tu parlais de ton père, justement, et ça m'intéresse parce que finalement, c'est ton père qui te coach dans la vie de tous les jours. Comment ça se passe un petit peu? Du coup, j'imagine que quand c'est ton père qui te coach,
tu dois avoir une relation totalement différente d'un autre entraîneur qui n'a pas de lien de famille avec ça. Comment tu arrives à gérer ça avec ton père au quotidien? Bah, parfois, ça peut être perturbant, comme ça peut être hyper marrant. Et le plus souvent, c'est hyper marrant. Parce que, en fait, moi, avant, j'étais pas très proche avec mon père. Mon père, c'est quelqu'un de très timide. Je pense que les gens, ils le voient un peu dans les vidéos et tout. Et en fait, il a toujours été comme ça, même avec ses enfants. Et quand j'ai commencé la course à pied, franchement, ça nous a rapprochés de fou. Et aujourd'hui, c'est genre mon meilleur pote. Genre vraiment, je peux lui parler de tout. Et on arrive vraiment à avancer ensemble. Même si des fois, bah, quand j'ai envie d'un truc, lui, il dit non et tout, ça s'embrouille et tout. Mais c'est vraiment comme si c'était un pote à moi. C'est vrai que même dans les vidéos, bah, y en a, ils me disent « Mais pourquoi tu l'appelles Momo ?» Et c'est vrai que je l'appelle jamais papa. Mais pourtant, franchement, les gens, ils le savent et tout. Il n'y a pas quelqu'un qui le respecte et qui l'aime autant que moi. Genre, c'est pas du tout un manque de respect de l'appeler par son prénom et tout. Et voilà, franchement, moi, j'apprécie de ouf cette relation. Et je pense que lui aussi. Franchement, on s'amuse bien ensemble. Et je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que il te suit énormément à l'entraînement. On sait qu'il y a des coachs qui donnent des plans d'entraînement et ils sont là une fois par semaine ou une fois même dans le mois ou même pas du tout là. J'ai l'impression que ton père, il est quand même là, enfin du moins sur les séances un petit peu rapides, il est là quasiment tout le temps pour vraiment suivre et voir ce que tu fais. Est-ce que c'est le cas et est-ce que c'est toi qui es demandeur ou est-ce que c'est lui c'est sa façon d'entraîner? Comment ça se passe? C'est vraiment sa façon d'entraîner parce que en fait, il aime vraiment et il veut vraiment regarder les séances pour voir comment on est dans la séance et pour pouvoir après adapter les prochaines séances ou adapter même la séance elle-même. Bah, en fait, Mohamed, c'est un lecteur de lactate en direct à l'œil et du coup, bah, des fois, par exemple, j'ai 20 fois 400, il voit que je galère un peu, bah, soit il me dit bah, tu vas en faire 15 ou soit il va me dire bah, on va prendre un peu plus de récup à ce moment-là. Ou des fois, bah, par exemple, la dernière fois, j'avais le seum, mais genre j'avais un 20 x 400 et le premier, je l'avais fait 1 seconde au-dessus du chrono. Et à la fin, il me dit, bah, tu le refais. Et j'ai dû en faire 21. Ça m'a foutu un peu le seum, mais tu vois, c'était parce qu'il me voyait que j'allais très bien. Et du coup, ouais, c'est vraiment sa façon de faire. Et moi, je trouve que c'est un vrai avantage de l'avoir avec moi parce que ça permet aussi d'avoir un regard extérieur. Par exemple, si une séance se passe pas très bien, bah, c'est quelqu'un qui va savoir un peu sortir de moi. Moi, je vais me dire, oh, je suis nul, pourquoi j'avance pas? Bah, lui, il dira, bah, regarde, il y avait la météo qui allait pas bien, il y avait ça, il y avait ça. Il y a toujours une raison et c'est beaucoup plus facile d'avoir la raison quand tu es extérieur à la séance. Et on aurait peut-être dû commencer par ça quand on a abordé un peu le sujet de ton papa. Mais c'est vrai qu'il était athlète de haut niveau. Je vais pas dire de bêtises parce que je n'ai pas son chrono exact. Il me semble qu'il a couru aux alentours de 2h11, 2h12 au marathon et qu'il a participé aux Jeux Olympiques aussi en 1992. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui et de son passif d'athlète de haut niveau? Bah ouais, mon père, il était professionnel. Il a fait 2h12 sur marathon, au marathon d'Eindhoven. Et c'est pour ça que à chaque fois je le dis, si un jour je devais faire un marathon, normalement le premier, ce sera Eindhoven. Et en fait, c'est lui qui m'a transmis cette passion et c'est lui qui a vraiment fait que je continue. Parce que moi, franchement, pendant longtemps, j'étais pas bon. Hein. J'étais vraiment mauvais. Genre, par exemple, à titre de comparaison, mais c'est une comparaison un peu bizarre, ma copine Alice, qui fait aujourd'hui du 1500, en minime, à l'âge égal, elle faisait 3,04. Moi, 1000 mètres. Ouais, au 1000 mètres. Moi, je faisais 3,08. Tu vois, j'étais vraiment pas le meilleur dans mes catégories jeunes et ça a continué comme ça pendant longtemps. Mais c'est quelqu'un qui m'a toujours poussé et qui m'a toujours dit bah, si tu travailles dur, bah, tu réussiras. Et moi, c'est ça qui m'a toujours permis de garder la motivation en me disant lui, il a fait quand même les JO, il sait de quoi il parle. S'il me dit il faut que je continue, c'est qu'il y a une raison et c'est que je peux le faire. Et c'est comme ça que j'ai continué vraiment à progresser et aussi parce que moi je pense vraiment que je suis pas le plus talentueux, même un des moins talentueux, mais j'ai toujours travaillé plus que les autres.
Tu vois, genre, moi, des semaines à 100 km, je les faisais il y a très, très, très longtemps, quand personne ne parlait de kilométrage. Et moi, quand j'étais au lycée, le matin, avant d'aller en cours, j'allais courir, alors que les autres, ils s'entraînaient 4 fois par semaine, tu vois. Et ça, je l'ai fait de moi-même. C'est intéressant parce que finalement, on pense, les gens ne voient pas forcément ce qui se passe derrière, mais on pense que quelqu'un qui court 1h04, qu'il a forcément un talent directement d'entrée, alors que si tu dis qu'en minime, tu faisais de loin pas partie des meilleurs, parce que c'est vrai que sans manquer de respect, 3,08 en minime, t'es assez loin des meilleurs. Les meilleurs, ils courent aux alentours de 2,30, même peut-être proche des 2,25 là en ce moment. Oui. Donc c'est vrai que t'es quand même assez loin. Et finalement, ça t'a pas empêché plus tard de courir, parce qu'il y a 1h04 au semi, tu fais quand même partie des, même si tu fais pas partie des tout meilleurs français, tu fais partie du top 50 français. Ouais. Et ça, je l'ai réussi parce que les gens, ils ont l'impression peut-être que ça arrive comme ça et je ne sais pas, peut-être ils respectent plus le talent, un truc comme ça. Mais moi, ça a toujours été du travail. Et moi, ma philosophie était que je me voyais déjà à ce niveau-là quand je faisais presque 3,08 au 1000 mètres, en me disant, continue à travailler, un jour ça payera. Continue à travailler, un jour ça payera. Et c'est pour ça qu'à la fin de la course, au Semi de Paris, je dis la phrase là où je dis la vie est juste. En fait, si tu travailles dur et tu y crois dur comme fer, tu réussiras parce que c'est comme ça que ça se passe. Pour moi, on fait le sport le plus juste au monde, pas par rapport aux autres, hein, parce que je sais que y en a qui vont s'entraîner 2 fois moins que moi et qui vont avoir le même niveau, c'est normal, mais c'est par rapport à soi. Faut voir aussi tout le chemin que tu as fait depuis le début et c'est ça qui est beau, parce qu'on sera toujours le nul de quelqu'un et on sera toujours le plus fort de quelqu'un, et ça je le vois tous les jours. Et voilà, moi, si j'ai un truc à transmettre, c'est travailler dur. Il y a rien de compliqué. C'était un beau message, et en plus, tu as prouvé avec ce que tu as fait que c'est vraiment le cas, et c'est pas juste des paroles en l'air que le travail y paye. Donc ça, c'était la première partie du podcast. On va passer dans une seconde partie, mais avant de passer dans la deuxième partie de ce podcast, on va juste lancer une petite page de pub. La Fast Air Nitro Elite 2 de Puma est la toute dernière chaussure de running conçue pour offrir des performances ultimes. Version améliorée du modèle précédent, elle offre un meilleur amorti et une sensation de propulsion pour rendre votre vitesse de croisière encore plus rapide. Du 10 km au marathon, ces chaussures sont le modèle qu'il vous faut. Alors n'hésitez plus et achetez votre paire chez Puma.fr. On est de retour après ce bref instant publicité avec Moustapha en face de moi. Du coup, la transition elle est toute faite par rapport à ton père. Il me semblait que quand tu as fait l'annonce que tu avais rejoint Puma au début de l'année, il me semblait qu'il y avait un lien entre Puma et ton père. C'était notamment une des motivations qui t'avait fait rejoindre la marque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet-là ? Ouais, parce que en fait, mon père, quand il était coureur, la première marque qui l'a doté, ça veut dire la première marque qui lui a donné des produits avec lesquels il a couru dans un grand championnat et tout, c'était Puma, c'était au Japon, lors je crois que c'était les championnats du monde universitaire. Et du coup, moi je trouvais que c'était marrant comme histoire, et je me suis dit pourquoi pas écrire ma propre histoire en commençant par une histoire qui avait déjà commencé avec mon père. Et justement, tu as rejoint la marque officiellement à la fin de l'année 2023. Comment ça s'est fait ? Parce que finalement, en tant que créateur de contenu, on a l'habitude, c'est mon cas à moi aussi, de travailler avec plusieurs marques. C'était ton cas à toi aussi avant. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Puma et pas une autre marque, et pourquoi ne pas rester indépendant ? Comment ça se fait ? Moi, en fait, j'avais fait quelques partenariats avec Puma avant. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était faire des gros projets, des projets vidéo, des projets de création de contenu. Et ça, je voulais pas trop me disperser avec plusieurs marques et les gens ne s'y retrouvent pas et tout. Je voulais vraiment une marque qui me ressemble et avec laquelle je peux avancer et faire vraiment des beaux projets qui me ressemblent. Et parce que moi, le but, c'est toujours de raconter mon histoire, de faire donner de l'émotion aux gens. Et je voyais vraiment une marque forte comme Puma avec moi, et du coup je leur avais proposé il y a de ça, juste après le Semi de Paris, quand on est rentré d'Allemagne, on était ensemble en plus, et je leur ai dit ouais, franchement, moi si un jour vous voulez de moi, je serais chaud de ouf.
Et en fait, ils sont revenus vers moi. Ils m'ont dit, ouais, en vrai, on a pas mal de projets l'année prochaine et on te voit bien dedans. Et moi, je me voyais bien dedans. Et du coup, je leur ai dit, franchement, venez en France. Et ça change quoi du coup à ton quotidien? J'imagine qu'il t'apporte du coup un soutien financier, qui t'apporte de la stabilité au quotidien, et ça c'est hyper important. Mais du coup, est-ce que tu es impliqué un petit peu dans les chaussures? Est-ce que tu donnes des ressentis sur les chaussures? Est-ce que je sais pas, t'as des liens avec la marque là, comme tu dis, t'as des activités avec des clients? Comment ça se passe un petit peu tout ça? Bah ouais, en fait, je suis pas mal impliqué dans la marque, surtout en France, où vraiment j'ai l'impression que mon, ma parole, elle compte. Et aussi, bah, je peux tester les chaussures que je veux. J'ai l'impression vraiment de, de vraiment vivre de ma passion, en fait. C'est vraiment un gros soutien, que ce soit financier ou même émotionnel, parce que même tu sens qu'il y a une team un peu derrière toi. Et bah aussi, niveau projet, bah, quand tu es créateur de contenu, Puma, franchement, c'est incroyable. Parce que ça me met en relation avec des créateurs de contenu avec lesquels j'aurais jamais pu travailler sans ça. Par exemple, la fin d'année 2023, j'avais travaillé avec Camino. Camino, moi je me rappelle, j'étais au lycée, je regardais leurs drops de chaussures et tout, j'étais fou. Et là, j'étais avec eux tranquillement en train de faire des créations de contenu, c'était trop stylé. Et ouais, franchement, l'aventure, elle est franchement, elle est trop belle. Genre vraiment, les projets qu'ils m'apportent, c'est ce que j'attendais. Et ça, c'est toujours trop cool. Et du coup, c'est que un aspect positif, ou il y a aussi un aspect un petit peu négatif, où du coup, tu sens que quand tu cours, tu as un peu plus de pression parce que tu te dis maintenant, tu as une marque qui te soutient et du coup, bah, il faut que je fasse tel ou tel chrono, ou vraiment tu ressens pas ce sentiment de pression-là à ce niveau-là? En vrai, c'est moi qui me le suis mis tout seul, surtout à Valence. Je ne sais même pas pourquoi. Alors que eux, franchement, ils me mettent dans les meilleures conditions. Ils me disent juste fais-toi plaisir. Et je sais, moi, que c'est en me faisant plaisir que je vais courir vite. Et en fait, c'est moi, je me suis mis cette pression parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés dans la tête aussi parce que bah, beaucoup parlaient, ouais, pourquoi lui il est sponsorisé, pourquoi lui comme ça, pourquoi il fait genre qu'il est professionnel et tout. Et en fait, moi, je m'étais dit, par exemple, bah, ouais, je dois leur prouver, je dois leur prouver, je dois leur prouver, alors que j'avais rien à prouver. En fait, moi, je veux juste courir vite et montrer comment je vis ma vie en tant que coureur. Ça, c'est un aspect des créateurs de contenu sur lequel je veux revenir parce que j'y suis confronté aussi. On va y revenir dans un second temps. Juste pour rester un petit peu plus sur Puma, on est tous les deux du coup passionnés de chaussures comme je le disais avant. Là, pendant le podcast, on va parler uniquement de chaussures Puma, bah forcément parce que tu es avec la marque, donc c'est pour ça que tu portes les chaussures Puma. S'il y a une chaussure d'entraînement, Puma entraînement, du coup, pas forcément carbone, mais une chaussure d'entraînement qui te marque et que tu aimes plus que les autres, ça serait laquelle? C'est plutôt la nouvelle Velocity, la Deviate Nitro, la Manify, c'est laquelle qui te plaît le plus? J'aurais dit... Là, en ce moment, je dirais plus la Manify 2, parce que franchement, je la trouve vraiment complète et cool, surtout pour tout ce qui est footing et tout. La Velocity qui vient de sortir, elle est très très cool aussi. Tout ce qui est, pour moi, franchement, quand tu as une Manify, tu as toute la rotation, c'est moins, comment dire, c'est moins intéressant. Mais pour quelqu'un qui commence à courir ou qui veut juste une seule paire, par exemple, bah, les sprinters, les sauteurs en hauteur et autres, bah, franchement, c'est la parfaite paire. En plus, c'est une des premiers prix, quoi. Et franchement, ouais, pour moi, la Manify reste la chaussure pour l'instant. Ça veut dire que ça ressemble à quoi un petit peu ta rotation chaussure du coup, tout ce qui est footing de récup, tu vas les faire du coup principalement en Manify ou comment tu vois ça? Ouais, en fait, tout ce qui est footing, on va dire au-dessus de 4, même des fois moins de 4, hein, mais en Manify. Et après, quand j'ai de l'actif, je le fais en Deviate Nitro 2. Les échauffements et les footings vraiment facile en Velocity 3. Et après, séance, le plus souvent, quand c'est du long, je le fais en Faster 2. Et quand c'est du court, je le fais en Deviate Nitro Elite 2.
surtout quand c'est sur piste. La complexité avec Puma, c'est qu'il y a beaucoup de chaussures qui se ressemblent au niveau du nom. Du coup, il y a la Deviate Nitro 2, donc ça, c'est plutôt un modèle d'entraînement. Même s'il y a du carbone dedans, c'est un modèle d'entraînement qu'on peut utiliser au quotidien. Et il y a Deviate Nitro Elite 2, du coup, celle-là, c'est un modèle qui est quand même beaucoup plus, on va dire, minimaliste et qui est aussi beaucoup plus léger. Donc, c'est celui-là que tu utilises sur les... je te vois beaucoup l'utiliser sur les séances piste, notamment, donc pour les séances de VMA, les séances de seuil sur piste, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Pas de séance seuil sur piste. Les séances seuil sur piste, c'est plutôt la faster. Mais ouais, tout ce qui est VMA, tout ce qui est, pour moi, là, pour l'instant, je dirais 500 et moins. Pour tout ce qui est ça. Et pour revenir sur la Manify 2, moi j'ai couru avec aussi, ça me faisait penser un petit peu dans l'idée à une sorte de Nike Invincible. Est-ce que ce qui est vraiment intéressant, est-ce que tu le ressens un petit peu comme moi, c'est vraiment que la chaussure elle est hyper confortable et en fait quand on a envie d'avoir un excellent amorti, c'est vraiment la chaussure sur laquelle il faut se tourner? Ouais, en fait, c'est pas juste qu'elle est confortable, elle est confortable, mais d'un confort pas le même que des Invincibles ou des Nimbus 26 ou 25, tu vois. C'est plus, t'es confortable, mais tu te sens dans une chaussure de running, vraiment dans une chaussure. Là où dans d'autres chaussures, tu te sens comme sur un pneu. T'as plus trop la sensation vraiment de course, t'as plus vraiment la sensation de vraiment pousser et tout. Et en fait, avec la Manify, tu as vraiment une belle sensation de course, tout en étant avec un bon stack, de la bonne mousse, quoi. Ouais, un amorti qui est assez confortable. Du coup, ça, c'est vraiment la partie des chaussures un petit peu entraînement du quotidien. Et on va rentrer dans une gamme de chaussures qui est vraiment limitée à vraiment la compétition, les entraînements rapides. Du coup, c'est la Faster 2 qui est disponible depuis le 1er février. Du coup, tu avais fait le semi-marathon de Paris l'année dernière avec la Faster 1. Moi, j'avais aussi couru avec. Je la trouvais, c'était une bonne chaussure. Elle n'était pas au niveau des top modèles carbone du marché à l'époque parce que je trouve que la mousse, elle était assez rigide. Mais là, ils sont revenus avec une deuxième génération qui a absolument plus rien à voir. Enfin, si ce n'est au niveau du design, elle lui ressemble encore. Mais il y a beaucoup plus de mousse. Tu as aussi remarqué que, en fait, la chaussure, elle a upgrade vraiment d'un niveau assez impressionnant. Ouais, franchement, j'ai l'impression que c'était presque, comme tu as dit, pas la même chaussure. Et c'est ça qui est fou chez Puma, c'est que à chaque fois quand ils changent de modèle, c'est pas sans vouloir. C'est pas juste le coloris ou sans vouloir faire un pic à Nike, c'est pas Pegasus 40, Pegasus 41, tu vois. C'est vraiment, il y a un gros changement. Et tu le sens sur celle-là, c'est pas du tout la même. Là, on se rapproche d'une Alpha Fly en mieux. Et c'est vraiment cool, ouais, de travailler avec une marque qui est tant dans l'innovation. Moi, ce qui m'a le plus marqué sur la Faster 2, c'est la sensation de rebond. On sait que c'est propre aux chaussures carbone, les chaussures nouvelle génération, c'est vraiment cet aspect-là. Mais j'ai jamais couru, on en parlait justement dans le podcast qu'on avait enregistré avec Quentin, on n'a jamais couru avec une chaussure où tu avais tellement cette sensation de rebondir, notamment sur la mousse qui est placée à l'avant. Tu as aussi constaté ça, et est-ce que du coup, tu la placerais plutôt comme une chaussure que tu peux utiliser du 5 km au marathon, ou toi tu dirais plus que c'est pour de la longue distance? Je pense qu'elle est vraiment meilleure sur la longue distance, mais franchement, il n'y a pas photo. À partir du 10 km, c'est vraiment, vraiment performant comme chaussure. Après, sur du 5 km, moi, peut-être que j'irai vers la Faster 1. La Faster 1, moi, je la trouve vraiment bien, surtout sur les courtes distances. Même aujourd'hui, parfois, quand j'ai quelque chose qui débride bien, j'hésite pas à la mettre. Et ouais, sinon, la sensation de rebond, c'est vrai qu'elle est vraiment folle dessus. Et surtout que maintenant, je pense qu'elle est plus réservée qu'aux gens qui courent sur le devant du pied. Elle est vraiment bien équilibrée et elle permet vraiment un déroulé de pied pour les gens qui attaquent plus talon. Ouais, tu vois, là on a tous des ressentis différents à ce niveau-là. Moi, j'avais l'impression que la chaussure était vraiment destinée à ceux qui attaquaient sur l'avant du pied. Je sais que Quentin, lui, qui a une attaque un peu plus médio-pied talon, il trouvait l'inverse. Il disait justement qu'en fait, c'est une chaussure qui est plus grand public parce que finalement, elle fonctionne aussi avec une attaque talon. Ça, c'était pour la partie un petit peu chaussure. On va juste rentrer rapidement avant de clôturer ce podcast dans ta partie de ton quotidien en tant que youtubeur, créateur de contenu. Je sais pas comment tu préfères qu'on appelle ça. Moi, je sais que je préfère qu'on m'appelle créateur de contenu. C'est quand même plus valorisant. Je ne sais pas, parce que en vrai, avant, moi aussi, j'avais du mal avec le terme influenceur. Ah oui. Et en fait,
maintenant, j'ai pas du mal parce que je le ressens. Et en fait, je le prends pas comme un truc mal parce que je fais pas quelque chose de mal. En fait, je suis influenceur, mais j'influence du bien. Donc, si tu me dis que je suis influenceur, bah, tant mieux. Moi, je le vois dans tes vidéos YouTube en les regardant. T'influences. Quand je vois tes vidéos YouTube, parfois ça me donne envie d'aller courir, ça me donne envie d'aller m'entraîner. Est-ce que c'est ça aussi, ce message que tu veux faire passer et c'est les valeurs que tu veux transmettre dans ton contenu? Mais grave. Bah, moi, ce que j'ai envie de transmettre dans mes vidéos, c'est tu regardes la vidéo de Mousse, tu te dis, wow, c'est stylé ce qu'il fait déjà, ça c'est cool. Et après que tu te dises, pourquoi pas moi? Et en fait, tu vois que c'est possible parce que Mustapha, il a rien de plus qu'un autre, hein. Franchement, on est tous des mousses. Et en fait, j'essaie juste de transmettre ça. Et si je transmets quelque chose de bien, genre, mais qui m'appellent ce qu'ils veulent, hein, qui m'appellent influenceur, arnaqueur, ce qu'ils veulent, moi, tant que je suis bien avec ce que je fais, ça me dérange pas. Et ça sent en plus que c'est naturel. Quand tu fais tes vidéos, on voit que tu habites dans un petit appartement. Enfin, tu montes ta vraie vie, tu vends pas du rêve. Donc, enfin, voilà, tu montes ta vraie vie et ça, je trouve ça hyper cool. Et je me pose une question et je pense que beaucoup doivent se la poser aussi. Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à montrer ton quotidien, à filmer tout ça? C'est de où c'est venu et pourquoi c'est venu? Oh là là, c'est difficile comme question là. Bah au début, franchement, c'était juste pour partager, comme tout le monde, hein. Tout le monde partage sa vie un peu sur Instagram. Et en fait, je me rappelle d'un truc d'un pote à moi quand on était à la fac. Et il me disait, pourquoi tu cours autant? Il comprenait pas ma vie, en fait, tu vois. Il me disait, pourquoi tu cours? Pourquoi tu fais ça? Genre, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, j'avais fait quoi? J'avais fait une story privée Snap. Et du coup, je montrais ma vie, tu vois. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, je me suis dit, bon, il faut que je le montre à plus de monde parce que ça a l'air d'intéresser même mes potes. Ils étaient trop contents que je fasse ça et tout, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à le faire un peu sur Insta en faisant des créations de contenu juste avec de la musique, genre stylée, running vibes et tout. Et après, YouTube, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis un gros consommateur de YouTube. Et je consommais beaucoup de YouTube américain parce que j'aimais trop les vlogs et j'aimais trop regarder la vie des athlètes, comment ça se passe. Et je m'étais dit, purée, c'est dommage que personne ne fasse ça en France, ça serait trop stylé. Et après, je me suis dit, pourquoi pas moi? Parce que c'est vrai que dans ta chaîne YouTube, tu montres pas seulement ton entraînement, mais tu montres un petit peu les à côté. C'est pour ça justement qu'on parlait un petit peu de nutrition, parce qu'en fait, il y a des fois où tu fais une journée dans mon assiette, donc tu montres ce qu'il faut manger, tu montres comment il faut récupérer, et c'est ça qui apporte un contenu différent et c'est hyper pertinent. Est-ce que ça a que des aspects, là, ce que tu vis du coup, être avec une marque, vivre de ça au quotidien, est-ce que finalement c'est que des aspects positifs ou est-ce que tu vois des aspects négatifs? On en a parlé un petit peu après. Moi, je connais déjà la réponse. Est-ce que ça a des aspects négatifs où tu fais attention au regard des autres à côté, tu te sens jugé, tu te sens un peu dévalorisé? Comment tu arrives à gérer ça, toi? Aujourd'hui, ça va. Franchement, moi, je le vis trop bien. Genre, vraiment, c'est la meilleure période de ma vie. J'aime trop. Je suis à côté des gens que j'aime bien. À Rouen, il y a mes parents, il y a ma copine. Les gens avec qui je m'entraîne, je m'entends hyper bien. Mes créations de contenu plaisent aux gens. Donc, vraiment, 99% de ça, de ce que je fais, c'est du pur bonheur. Après, il y a 1% où c'est... il y a des petites personnes qui te font comprendre qu'ils aiment pas ce que tu fais, mais tu sais pas pourquoi. Et après, il y a aussi un autre 1% de personnes qui font des petites remarques du genre c'est pas un taf, ou c'est vrai qu'on est un peu dévalorisé parce que tu vois, les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qui est fait derrière. Genre par exemple, là vous vous rendez pas compte, mais Renix, c'est un truc de ouf. Et surtout, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que finalement, c'est pas un travail où tu te dis je travaille de 8h à 17h le lundi au vendredi. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas au quotidien. Mais c'est sûr qu'on peut les comprendre si maintenant tu prends la comparaison avec quelqu'un qui travaille à l'usine tout au long de la semaine, c'est vrai que ce n'est pas le même métier. Mais toi, c'est quelque chose que tu apprécies et tu aimerais changer pour rien au monde, là. Ouais, en fait, tu décroches jamais. Genre, par exemple, là, tout à l'heure, on mangeait avec les gens de Puma et il y avait Clément de chez Puma qui m'a demandé tu fais comment, tu organises comment ta journée? Et je lui dis ouais, je m'entraîne le matin, après je me repose
Et après, je m'entraîne l'après-midi. Il m'a dit, c'est l'après-midi que tu fais de la création de contenu. Je lui dis, non, c'est toute la journée. Et en fait, on travaille toute la journée. Moi, du lever de soleil, dès que je me lève, bah en fait, tu travailles tout le temps. En fait, tu penses tout le temps à un truc. Tu décroches jamais. Et moi, surtout quand j'ai une vidéo YouTube à finir et tout. Mais à chaque fois, quand je poste une vidéo YouTube, c'est que j'en ai marre. J'arrive plus à la regarder, tellement j'ai trop travaillé dessus. Et finalement, on s'en rend pas compte un petit peu quand on regarde les vidéos YouTube comme ça, mais les montages et le travail derrière, ça te prend combien une vidéo quand tu sors une vidéo de 10-15 minutes? Est-ce que c'est combien de temps de montage? Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même assez important derrière? Ouais, grave. Genre là, la dernière sur les 10 km, j'ai fait le 10 km le dimanche. J'ai commencé à travailler dessus dimanche soir et j'ai fini le montage et tout samedi. Et entre dimanche et samedi, j'ai travaillé genre au moins 5 heures par jour sur la vidéo. Ça représente une vidéo, ça doit représenter dans les 25 heures. Et ouais, franchement, c'est pas mal. Et finalement, dernière question là-dessus, c'est quoi le but? C'est du coup de rassembler le plus de monde possible. Là, en ce moment, j'ai un petit peu fait le tour avant, tu as autour des 80 000 abonnés, 80 000 personnes sur Instagram, un peu plus de 20 000, tu as passé la barre des 20 000 abonnés sur YouTube. C'est quoi le but? C'est d'avoir le plus d'abonnés possible ou alors de proposer le meilleur contenu? Comment tu vois cet aspect-là? Moi, franchement, je regarde même plus trop les chiffres. Les chiffres, c'est juste un truc qui motive et un truc qui est marrant à regarder. Mais ce que je veux, moi, c'est faire des projets vidéo. Et faire des projets vidéo vraiment qui ramènent plus d'émotions à chaque fois. C'est vraiment progresser dans ma création de contenu. Et c'est ce qu'on est en train de faire là pour le Summit de Paris. Donc, je vais l'annoncer ici en tant qu'exclu. Il y aura un vrai truc qui va arriver, un beau film normalement, qui va arriver sur le Summit de Paris. Et moi, c'est ce genre de projet qui me fait vibrer parce que moi, quand je regarde aujourd'hui les meilleurs créateurs de contenu aujourd'hui de mon âge et qui marchent le mieux, c'est des Inoxtag, Michou. Et quand tu regardes leurs vidéos, c'est ouf. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, on peut faire notre propre intérieur sport. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc, ça passe par quoi alors? C'est du matériel de plus en plus, enfin, le matériel le plus qualitatif possible. On sait que ça a un coût aussi. Ça passe vraiment par ça ou du coup, ça passe par travailler avec des professionnels à côté? Et du coup, comment tu vois ça? Moi, de mon côté, je pense que je fais déjà pas mal d'efforts sur du matériel pour les vidéos que je fais et les trucs que je fais. Mais aujourd'hui, j'arrive à un moment dans ma vie où c'est plus moi qui peux faire ça. Si je veux avancer dans la direction où je veux aller, en fait, il faut bien s'entourer. Et bien s'entourer, c'est s'entourer de professionnels, de gens qui font que de ça de leur vie. Moi, je suis athlète créateur de contenu, mais pour faire les projets que j'ai envie de faire, il me faut un réalisateur presque, tu vois. Et ça, c'est trop cool. Moi, j'aime trop. Genre, vraiment, avoir un peu une mini-équipe et on fait du brainstorming sur comment ça va se passer, de comment on va faire et tout. Mais c'est un truc de ouf. Merci Mustapha, on a appris pas mal de choses sur cet aspect-là. C'est quelque chose que je connaissais pas forcément non plus parce que nous, on pratique pas forcément cet aspect-là de la vidéo. Avant de clôturer le podcast, moi, il y a une question qui me vient pour finir un petit peu tout ça. C'est quand qu'on te revoit dans notre centre d'entraînement au Kenya? Mais j'ai trop envie. Mais en vrai de vrai, je pense que l'année prochaine, début d'année prochaine, c'est sûr. Parce que ça donne trop envie. Et j'avais trop apprécié les moments que j'ai passés là-bas. T'étais venu en 2022, si je me trompe pas? Ouais, en mars, je crois, en mars. Ouais. C'est quoi qui t'avait, au-delà de l'aspect du centre d'entraînement, c'est quoi qui t'avait plu au Kenya, dans ton expérience kenyane? Que les gens étaient moins prises de tête. C'était vraiment reposant. Tu te sentais... Moi, je me suis vraiment senti chez moi, genre directement. J'aimais trop l'ambiance. Et surtout, j'ai rencontré des gens trop stylés. Dans toi, franchement, on s'est connus là-bas. Romain, qui est ton collègue aussi, trop bien. Et Nicolas Navarro, c'est là-bas où on s'est rencontrés aussi. Et en fait, il y a tout ce partage de moments. En fait, j'aime trop les stages comme ça, où tu te rends compte que t'es pas seul. En fait, il y a plein de gens qui vivent la même chose que toi, à des degrés différents, mais
et ça te donne que de la motivation en plus. Et l'entraînement, tu l'as trouvé comment là-bas? Est-ce que c'était aussi dur que tu l'imaginais ou c'était encore plus dur que ce que tu pouvais imaginer? Franchement, c'était plus dur parce que les parcours, ils étaient horribles. Vraiment, moi, je pétais mon câble. Et on prenait souvent le Matatou pour aller à Moïben. Ça en devenait un vrai budget Matatou à la fin. Mais c'est vrai que si je devais revenir, je prendrais moins le Matatou pour aller à Moïben, pour travailler plus musculairement. Pour expliquer un petit peu à ceux qui connaissent pas, en fait, il y a des parcours tout au long du centre. Et ça, c'est des parcours du coup en terre rouge, typiquement Canyon. Et du coup, là, c'est quand même assez vallonné. Donc pour se représenter un petit peu, un footing de 10 km, tu as rarement moins de 100 mètres de dénivelé positif, alors que tu fais que 10 km. Du coup, il y en a souvent qui prennent l'option d'aller à Moïben. Du coup, la route dont tu parles, c'est une route plate qui est bitumée, donc c'est beaucoup plus facile. Donc toi, tu privilégierais plus l'aventure vraiment 100% kenyane, à courir sous la terre rouge, comme le font les athlètes kenyans en fait, au quotidien. Exactement, ouais. Je pense que je gérais mieux mon volume. C'était à une autre époque, parce que je pense qu'à ce moment-là, je faisais trop gaffe au volume, parce que c'était un peu la mode. Même aujourd'hui, c'est la mode, hein, celui qui fait le plus de volume. Et les gens ne se rendent pas compte que le volume tout seul ne fait rien. Tu fais du volume à 5,30, parfois ça vaut rien. Comme j'ai un ami que tu connais, John Emmons, il appelle ça les junk miles. Tu vois, ça veut dire des kilomètres poubelles un peu, tu vois, et qui servent à rien. Et en fait, ces kilomètres-là, quand tu es à moins de, à 120 battements par minute, pour moi, ça sert à rien. Et c'est pour ça que je dis que le kilométrage, ça dépend vraiment de l'intensité que tu mets dedans. Et si tu arrives à faire de la qualité et de la quantité, c'est là où tu deviens fort. C'est clair. Je partage le même avis. Écoute, merci Mustapha. Je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder pendant ce podcast. Le podcast, du coup, comme d'habitude, il est en ligne sur toutes les plateformes d'écoute. On va aussi un petit peu partager du contenu notamment sur Instagram et sur Facebook, mais sur nos différents réseaux sociaux aussi. C'était un plaisir de t'avoir avec nous ici dans nos locaux. J'espère que tu as apprécié ce podcast. Je te souhaite bon courage pour la suite, notamment pour le Summit de Paris. On va suivre ça de près, en espérant que du coup le chrono il soit en dessous de 1h4:30 et peut-être même 1h4:00. Pourquoi pas. On verra ce que l'avenir te réserve. Du coup, merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt dans un prochain épisode de Call Room. À bientôt.